Bonjour à tous, merci d'être venus assister à notre session, donc la session numéro 4, changement climatique, tous aux abris. Donc on va en discuter tous les 6. Évidemment, l'idée, c'est peut-être de voir s'il faut se contenter d'aller aux abris ou si on peut peut-être trouver quelques solutions. Bon, on verra notre conclusion, mais je pense que vous avez compris qu'on va essayer de voir surtout ce qu'on peut faire. Parce que le réchauffement climatique, on le sait bien, est en train de bouleverser le monde. Il bouleverse la vie des personnes. Selon la Banque mondiale estime que 216 millions de personnes sont menacées de devenir des réfugiés climatiques d'ici 2050. Et l'économie aussi va être totalement transformée par le réchauffement climatique. Plus que la moitié du PIB mondial, toujours selon la Banque mondiale, est dépendant de l'écosystème. Alors pour en parler, déjà, j'ai la joie d'être en partenariat avec Claire Vaison du Cercle des économistes, qui est directrice générale adjointe d'Engie. Et nous avons 4 experts. Donc mon voisin, avec le vent, ma petite feuille, bouge. Mon voisin Paolo Ribotta. Donc Paolo, vous êtes le directeur général de Zurich France depuis 1 an. Et vous êtes, on peut dire, je ne vais pas retracer toute votre carrière, mais un grand professionnel de l'assurance. Vous avez travaillé auparavant donc chez Zurich déjà, XL ou Generali. À côté de Paolo, vous avez Asra Mousavi qui nous vient d'Inde. Donc Asra, c'est son premier séjour en France. Donc voilà, il faut lui faire une bonne impression à Aix et en France. Et Asra est professeur d'économie et d'études féminines à l'Aligarh Muslim University, donc en Inde. Et Asra va beaucoup nous aider parce qu'elle a travaillé notamment sur la dépendance de certaines communautés indiennes, avec notamment les forêts. Asra, je résume évidemment très simplement votre travail, mais vous avez notamment travaillé là-dessus. Alors, à côté d'Asra, Jacques Lepape. Jacques, vous êtes président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, donc le grand réassureur public qui a été fondé en 1946. Et Jacques, vous êtes, on peut dire, un grand serviteur de l'État. Vous avez occupé beaucoup de fonctions, vous avez beaucoup de postes dans la fonction publique, notamment à Bercy auparavant. Alors, le voisin de Jacques, c'est Romaric Lazerge. Je prononce bien. Romaric, vous êtes associé au sein du cabinet d'avocats N.O. Sherman, donc à Paris, et au sein du cabinet, au niveau mondial, vous êtes responsable du groupe du droit public de votre cabinet, et par ailleurs, vous êtes maître de conférence à Sciences Po depuis 20 ans. Claire, peut-être je te laisse la parole pour introduire un peu plus notre conférence. Merci Anne. Excusez-moi. Et moi, je suis journaliste au Figaro, pardon. J'allais t'introduire sinon. Voilà, merci Anne, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, commencer des rencontres d'Aix avec un titre comme Changement climatique, tous aux abris, c'est prendre le risque de plomber encore un peu plus l'atmosphère. Alors, rassurez-vous, l'idée de cette table ronde, ça n'est pas de nier l'évidence, hein, donc je vais commencer par nous rappeler où nous en sommes en matière climatique, bien sûr, mais c'est aussi de trouver des solutions ensemble. Alors, le changement climatique est là, je pense que tout le monde l'a évidemment en tête. Quelques faits, hein, je m'appuie du 6e rapport du GIEC qui a été rendu public l'an dernier. Donc quelques faits, nous avons déjà atteint un réchauffement supérieur à 1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Nous devrions atteindre 1,5 degré au rythme actuel au début des années 2030. Donc nous sommes sur une trajectoire aujourd'hui qui va dépasser un réchauffement climatique de 2 degrés. Alors qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont en train de ralentir, et ça c'est une bonne nouvelle. Mais elles n'ont pas seulement besoin de ralentir, on a besoin qu'elles diminuent. Et on n'a pas encore atteint le stade auquel les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont en train de diminuer. Elles sont en train de s'infléchir, la croissance est désormais faible, il faut maintenant que ces émissions diminuent. Donc les facteurs du changement climatique sont là, le réchauffement climatique est déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord des températures moyennes plus élevées. Ça veut dire aussi des événements climatiques extrêmes, des sécheresses, des inondations, des incendies. Je pense qu'on le voit un peu partout dans le monde chaque année. Ça veut dire aussi un phénomène qui est
assez hétérogène. Et quand vous regardez une carte du monde du réchauffement climatique, il faut avoir en tête que ce réchauffement climatique, il ne sera pas identique sur toutes les régions et tous les pays du monde. L'hémisphère nord sera globalement plus touché que l'hémisphère sud. Et puis, à l'intérieur des pays, à l'intérieur des géographies, ce réchauffement climatique, il est évidemment très inégalitaire. Les populations sont touchées différemment. Celles qui dépendent le plus, en particulier de l'agriculture, sont plus touchées. C'est un changement climatique qui va créer effectivement des régions entières dans lesquelles il sera difficile de cultiver, de produire, de vivre. Et puis sont plus touchées aussi les populations les plus vulnérables. Et parmi ces populations les plus vulnérables, il faut avoir en tête que bien souvent, les femmes vont être les premières victimes de ce changement climatique. Alors, une fois qu'on a posé ce constat, évidemment, la solution, ça n'est pas de se mettre tous aux abris. Il faut agir vite, le temps est compté. Il faut agir dans deux directions. La première direction, c'est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer nos modes de production, adapter par exemple notre agriculture, adapter nos techniques de pêche, adapter aussi nos villes, nos infrastructures à un monde qui va être un monde où les températures seront plus élevées et où les événements climatiques extrêmes seront plus nombreux. Donc ça, c'est une première action et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors du panel. Et puis la deuxième action, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Alors atténuation, c'est un peu un euphémisme. C'est comment on réduit de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que ce qui compte, c'est l'ensemble des émissions émises depuis l'origine. Et donc chaque émission supplémentaire de gaz à effet de serre actuel vient se rajouter à un stock. Il faut aujourd'hui qu'on réussisse à faire baisser le stock. D'accord ? Et chaque effort va compter. Alors comment on réduit le stock de gaz à effet de serre qui a été émis? J'allais dire, ça n'est pas... Là aussi, les solutions sont connues. Elles sont de deux ordres. Il faut d'abord consommer moins d'énergie. Donc ça renvoie aux questions de changement de mode de production, de consommation, tout ce qu'on considère autour des notions d'efficacité, mais aussi de sobriété. Ça, c'est une première manière d'agir. Et puis la deuxième manière d'agir, c'est qu'il faut verdir les énergies. Pourquoi verdir les énergies? Parce qu'elles sont au cœur des émissions de gaz à effet de serre. Donc verdir les énergies, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer l'ensemble des énergies décarbonées. Alors on pense aux énergies décarbonées électriques, mais on sera demain dans un monde dans lequel il faudra pas seulement électrifier un certain nombre d'usages, et pas seulement avoir une électricité plus verte, mais aussi avoir l'ensemble des énergies plus vertes, l'électricité et les gaz qui vont eux aussi se verdir. Alors, dernier mot, je conclus, pour dire que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand on regarde, et ça c'est le GIEC qui le dit, quand on regarde les solutions qui vont nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à peu près la moitié d'entre elles sont compatibles avec un prix de la tonne de carbone inférieur de 20 € ou moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des solutions sont aujourd'hui économiquement très accessibles. Et je termine là-dessus. Il faut non seulement réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut le faire évidemment de manière abordable, de manière acceptable. Et c'est tout l'enjeu qui est devant nous. Voilà, donc dernier mot, j'ai envie de dire, on commence ex, ça n'est pas tous aux abris, c'est plutôt tous au boulot. Merci Claire. Bon bah déjà, grâce à Claire, on est déjà dans le concret, les solutions et les sports, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. Merci beaucoup. Jacques, je vais me tourner vers vous. Donc vous, en tant que réassureur, vous avez une vision très concrète de ce réchauffement climatique, de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous pouvez, Claire nous en a déjà dit quelques mots, mais est-ce que vous pouvez nous revenir, vraiment nous expliquer concrètement ces dernières années, comment vous voyez les effets du réchauffement climatique? Qu'est-ce qui se passe dans le monde, bien sûr, mais déjà en France, dans notre pays, qu'est-ce que vous avez vu, vous, mettons, depuis 5 ans? On a vu beaucoup de choses et c'est vrai que
par rapport aux grandes thématiques que Claire évoquait, les réassureurs font plutôt partie de l'abri que du changement climatique. Donc c'est important à savoir. Et effectivement, pour mieux abriter les assurés et les compagnies d'assurance qui sont nos partenaires, on a besoin, comme vous le disiez, de comprendre ce dont on parle, avec un risque, vu le sujet, d'être soit trop général, soit trop technique. Et donc il faut trouver une balance dans l'analyse de ce qu'on voit en matière de changement climatique et trouver les solutions qui sont pratiques, souvent coûteuses, pour mieux abriter les gens, mieux les protéger et mieux les aider à affronter les conséquences du changement climatique. Donc on voit bien que le changement climatique, ça fait partie du quotidien. Cette semaine encore, on a vu l'ouragan Beryl qui efface quasiment de la carte un îlot des Caraïbes en une demi-heure. Et ce, à une époque de l'année où d'habitude, les ouragans n'ont pas cette ampleur. Donc on voit bien si on revient à un côté plus scientifique, on a des phénomènes plus amples et plus imprévisibles. Donc c'est typiquement le domaine de la réassurance, et c'est là qu'on peut aider. Donc pour répondre à votre question, en France, qu'est-ce qu'on voit ? On voit plus de tempêtes, on voit plus d'inondations qui sont liées aux tempêtes, et puis on voit des effets économiques de la sécheresse, que ce soit en matière agricole, mais pour la vie quotidienne de tous les Français, également des conséquences sur la structure des habitations qui, entre les précipitations de l'hiver et la sécheresse plus importante de l'été, voient des fentes dans certaines régions un peu argileuses se produire de plus en plus souvent. D'où le quotidien de la Caisse centrale de réassurance en matière de changement climatique, c'est ça. C'est plus de sécheresse et de conséquences pour les gens, et donc de demandes d'indemnisation, et des inondations qui ont toujours été là. La Caisse a été créée il y a 40 ans, qui a créé le régime des catastrophes naturelles il y a 40 ans pour indemniser les victimes des crues de la Saône à Lyon. Donc les inondations ont toujours été le premier métier de la Caisse, qui s'est beaucoup malheureusement développé depuis. Donc on a des phénomènes très concrets qui touchent les Français et pour lesquels on a mis en place ce régime dit des catastrophes naturelles, que chacun connaît parce qu'il finit par avoir malheureusement une notoriété qui elle-même montre l'impact du changement climatique sur la vie des gens. Je parle sous le contrôle des équipes de la Caisse centrale, mais on avait fait une petite étude par ELAB l'année dernière qui montre que 72% des Français sont conscients du fait que le changement climatique va causer des dégâts plus importants chez eux et que donc il faut trouver des solutions à ça. Alors dans les solutions, il y a évidemment l'assurance. Peut-être pour conclure, je dirais ce premier propos, je dirais que l'assurance fait partie des solutions. On voit bien que c'est pas original par rapport au changement climatique. Sur les champs plus habituels de l'assurance, on voit qu'en matière de dommages automobiles, l'assurance a joué un très grand rôle dans la prévention routière. Pour les dommages causés par les incendies dans les habitations, l'assurance a joué un très grand rôle dans les mesures de prévention, les normes de construction, etc. Pour le changement climatique et ses conséquences, c'est pareil. Et les compagnies d'assurance, et je suis sûr que mon collègue qui est là en dira davantage que moi, peuvent jouer un grand rôle en matière d'influence et de gestion des normes de construction ou d'aide aux collectivités territoriales pour limiter l'impact des inondations pour les gens, parce que le changement climatique est là et effectivement, il faut trouver les bons abris dont l'assurance peut faire partie. Merci Jacques. Donc, on voit grâce à Jacques les effets du changement qui sont déjà climatiques, qui sont déjà très prégnants en France. On imagine qu'en Inde, évidemment, les conséquences sont différentes, mais que c'est encore plus, compte tenu de la situation économique, il y a encore plus de... le sujet est encore plus sensible. Est-ce que, Azra, vous avez travaillé particulièrement sur les communautés défavorisées indiennes ? Vous pouvez nous expliquer, pour ces groupes de personnes que vous avez étudiés, qu'est-ce qui se passe vraiment, comment leur vie est touchée directement par le changement climatique chez vous ? Vous avez un micro là, Azra.
Thank you. Merci beaucoup, Anne. En ce qui concerne les communautés marginalisées, je pense que Claire a déjà expliqué que l'impact du changement climatique est ressenti de façon différente par des personnes différentes. Puisque je suis dans un pays en voie de développement, nous avons une population très importante qui est marginalisée. Ce ne sont pas nécessairement justement des personnes pauvres, mais qui sont des personnes qui sont considérées socialement comme plus bas dans l'hierarchie, puisque vous savez que depuis toujours, ils ont été réprimés. On les appelle les castes planifiées et les tribus planifiées. Donc, un des facteurs majeurs en Inde, c'est cette marginalisation de ces communautés, de ces castes. Et ces personnes finissent par supporter le plus grand fardeau des impacts du changement climatique, principalement à cause des vulnérabilités existantes déjà, qui se situent surtout au niveau de niveau d'éducation assez réduit, le niveau d'alphabétisation assez réduit, peu de compétences, peu d'actifs et également le statut socio-économique assez réduit également. Donc ces communautés souffrent donc de ces vulnérabilités associées. Quand j'ai travaillé avec ces communautés, j'ai trouvé que la plupart d'entre elles étaient basées sur des terres fragiles et vulnérables, sur les collines ou sur les côtes, ou dans les bassins versants ou sur les plaines inondables. Et donc, ils sont plus vulnérables à des événements climatiques extrêmes qui ont lieu de plus en plus souvent. Et avec des impacts de plus en plus importants qui augmentent au fur et à mesure des années qui passent. Et donc, ces communautés sont confrontées par ce problème à cause des événements de changement climatique. Et donc, ils sont plus à risque d'être impactés par ces événements et ils sont confrontés par plus de pertes et ils vont devenir encore plus pauvres par conséquent. Même avec l'aide qu'ils vont recevoir sera retardée par rapport à d'autres communautés qui souffrent également. Donc, ils sont confrontés par une situation extrêmement difficile, étant donné la marginalisation dont elles souffrent déjà. Donc, ils seront confrontés par des vulnérabilités qui sont très spécifiques à elles. Par ailleurs, à cause des vagues de chaleur, les canicules, ce que nous voyons, c'est une réduction dans l'efficacité de productivité de main-d'œuvre et de la productivité agricole et dans la productivité d'autres domaines également, ce qui a un impact supplémentaire en ce qui concerne le manque de moyens de subsistance pour ces communautés. Donc, beaucoup d'hommes dans ces communautés, la plupart sont dans les zones rurales. La plupart des hommes sont en train de migrer pour partir des villes et pour chercher des opportunités d'emploi. Donc, par conséquent, ce sont les femmes qui s'occupent des familles. Malheureusement, les femmes, dans le scénario dont je vous décris, ils ne sont pas propriétaires d'actifs. Et par conséquent, ils sont extrêmement précaires et vulnérables au sein de ces communautés. Et par conséquent, ces femmes, et également, ils ont un niveau d'enseignement qui est très bas, plus bas que pour les hommes. Et donc, ces femmes sont confrontées par la problématique de la responsabilité de s'occuper de leur famille et de trouver des moyens de subsistance. Et donc, dans les normes de la société, ce sont les femmes qui s'occupent des familles et qui, surtout dans les zones rurales, et puisque les hommes sont de plus en plus absents, ils ont un fardeau de plus en plus important en ce qui concerne leur responsabilité familiale et pour trouver des moyens de subsistance. Les femmes, en moyenne, passent entre 4 et 8 heures par jour pour trouver de l'eau, pour collecter de l'eau pour leur famille et de trouver des feux de bois, des bois de combustion pour subvenir aux besoins de leur famille. Et elles travaillent également dans l'agriculture, également lorsqu'elles le peuvent. Nous savons que les femmes sont moins payées que les hommes. Selon les rapports que nous
des gens, nous savons qu'ils reçoivent une rémunération plus réduite. Donc, le niveau de sécurité alimentaire des foyers est en train de baisser également à cause de tous ces facteurs. Et en même temps, ces communautés sont dans un état de vulnérabilité tel qu'ils ont du mal à gérer des problèmes en lien avec le changement climatique. Par exemple, on a fait une étude en Cachemire et on a trouvé que, en ce qui concerne l'alimentation en eau dans les zones rurales, cette alimentation en eau, lorsqu'elle est retardée ou limitée, très souvent, ce sont des filles qui restent chez eux pour aider leur mère à chercher de l'eau, puisque les mères seules ne peuvent pas tout faire elles-mêmes. Donc même, ce sont les filles qui ne vont plus à l'école lorsqu'il y a ce type de changement climatique pose des problèmes. Donc cela augmente la pénurie de la ressource en eau à cause du changement climatique, et cela aura un effet négatif sur le bien-être des hommes et des filles et des jeunes enfants. Donc même la sécurité alimentaire de ces foyers va être impactée négativement également. Concrète des effets du changement climatique sur les plus pauvres. Romaric, je voudrais passer à vous, enfin à votre tour peut-être, pour un point important de savoir, voilà, on a tous, je pense, entendu avec émotion la description d'Azra, quelle est la responsabilité des États, pas forcément évidemment l'État indien, mais des États globalement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ne font pas assez? Enfin, quelle est leur responsabilité dans ce phénomène? Merci Yann. Alors, je ne prononcerai évidemment pas sur la responsabilité de l'État indien, ayant peu de connaissances, mais c'était passionnant de vous écouter. Mon propos sera peut-être un peu plus franco-centré ou européen-centré. Mais pour répondre à votre question, Anne, il est évident que là, parmi les acteurs, puisque Claire a introduit cette table ronde en disant il faut passer à l'action, et donc la question est de savoir qui doit passer à l'action. Et qui doit passer à l'action? Je crois que les premiers qui doivent passer à l'action, il y a de toute personne, ce sont les États. Ce sont les États parce que c'est eux qui ont le pouvoir de contrainte, c'est eux qui ont le pouvoir de normes, c'est eux qui ont le pouvoir démocratique de faire les grands choix, notamment sur la politique énergétique, hein, avec cette conciliation pas facile à opérer entre l'indépendance énergétique, l'accès le moins cher possible à l'énergie et la décarbonation. Et beaucoup plus que tous les autres acteurs, c'est donc qui ont entre leurs mains, ce sont eux, qui ont entre leurs mains notre avenir sur ce grand sujet du changement climatique. Donc oui, les États sont responsables, et oui, ils doivent passer à l'action. Deux points peut-être de bonnes nouvelles, d'abord pour commencer, et deux tempéraments. Et rapidement, je resterai dans mon temps. La bonne nouvelle, mais c'est Claire qui l'a déjà dit, ce serait évidemment totalement injuste de dire que les États, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, sont immobiles. Les États sont mobiles sur la question du changement climatique. Il y a des politiques publiques très nombreuses, coûteuses, importantes qui sont mises en place. Il n'y a qu'à voir l'ensemble des projets. On ouvre les journaux tous les jours, des éoliennes offshore, de l'éolien onshore, du solaire, des barrages hydroélectriques, des projets d'hydrogène. L'État, l'Europe est à l'action. Et je ne vais pas développer plus, mais il est évident que c'est le cas. Néanmoins, et Claire l'a dit aussi, on est en retard. Et ce que nous faisons n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les ONG se sont retournées vers la justice. Donc ça, c'est le premier point. Ça pourrait être un point d'espoir. Je vais être rapide là-dessus. Beaucoup, peut-être, dans cette salle, ont entendu parler des premiers mouvements de justice climatique. Et en Europe, notamment, des cours suprêmes se sont mis à condamner les États pour leur inaction climatique. Sur le fondement, en fait, des normes que les États avaient eux-mêmes prises, que ce soit des normes au niveau international, l'accord de Paris, bien sûr, les normes au niveau européen, avec des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout près, en 2030, moins 40% hier, moins 55% maintenant. Et donc, c'est la trajectoire montre qu'on ne va pas être au rendez-vous de ces engagements. Et donc, les juges, et en France, c'est le cas du Conseil d'État, c'est le cas du tribunal administratif de Paris, ont condamné l'État, condamné pour le passé, et l'ont condamné à agir pour l'avenir. On pourrait développer, hein, mon propos ne doit pas être trop juridique. Les deux tempéraments que j'annonçais, évidemment, et peut-être motifs un peu moins d'espoir, mais et qui peuvent être aussi des motifs d'action, je vais vous l'expliquer. Le premier temps, c'est que alors, la justice climatique, il y a peut-être des juristes dans cette salle, c'est intéressant, mais il ne faut pas trop compter dessus. Il ne faut pas trop compter dessus parce que le juge, il est vite démuni en réalité. Et qu'est-ce qui se passe en France? Le Conseil d'État condamne, mais le Conseil d'État condamne par rapport à un objectif dont il constate qu'il ne sera pas atteint. Il ne peut pas faire beaucoup plus.
Il ne peut pas aller dans le bureau du Premier ministre, dans le bureau du Président de la République, il peut encore moins aller à l'Assemblée nationale pour leur dire voilà les textes qu'il faut voter. Et donc on voit qu'en fait, cette justice climatique, ces premières condamnations, pour le dire un peu crûment, elles sont assez platoniques. Bien sûr, l'État agit, mais au demeurant, la justice n'a pas tellement de levier. Et on le voit d'ailleurs, les ONG se sont retournées après les premières condamnations vers le Conseil d'État, et on dit vous devez faire exécuter votre condamnation. Le Conseil d'État répond c'est pas si facile, je vais leur donner un nouveau délai pour agir. Mais on voit bien que ce petit jeu peut continuer, et que sauf à ce que les juges se muent et se heurtent à la critique du gouvernement des juges, qui serait en fait de faire les politiques à la place de l'État, eh bien on n'y arrivera pas. Donc la justice climatique, c'est important, symboliquement, même juridiquement, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Et donc la question, c'est évidemment, si on se place du point de vue de la responsabilité de l'État, c'est comment l'État va bouger encore plus vite. Je n'ai pas de réponse évidente, mais je vais juste, peut-être pour finir mon propos, prendre un exemple assez technique qui me semble, qui pourrait être débattu, qui me semble révélateur d'une forme de préférence du court terme, d'une forme d'absence de prise en compte systématique de l'enjeu climatique au sein de la machine État lorsqu'on prend des décisions concrètement, au-delà des politiques qui sont menées, au-delà des milliards qui sont dépensés. Je vais prendre l'exemple, c'est un exemple que je traite et je trouve que je conseille un certain nombre de producteurs dans le domaine de l'énergie renouvelable sur ce sujet. C'est l'exemple des contrats de complément de rémunération. Qu'est-ce que c'est ces contrats? Je vais essayer d'être le plus simple possible. Ce sont des contrats qui consistent à dire, tels qu'on les a signés dans la deuxième moitié des années 2010, l'État disait aux producteurs, vous allez produire de l'énergie renouvelable, je vous fixe un tarif de flottaison, qu'on va appeler le tarif de référence. Si vous vendez l'électricité moins chère, je vous subventionne, mais si vous réussissez à vendre l'électricité plus chère, alors vous devez rembourser l'aide publique. Jusque-là, tout va bien. Et dans les contrats tels qu'ils avaient été signés, l'État ajoutait « Et si, une fois que vous m'avez remboursé, vous continuez de toucher des revenus de marché, ben vous les gardez. » Alors ça, c'est très important, puisque les investisseurs privés ont pu compter sur cet argent dans leur business plan et dans leurs investissements futurs. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise énergétique ? Le niveau des tarifs de l'électricité sur le marché s'est envolé, et donc les producteurs d'énergie renouvelable ont dans un premier temps remboursé les aides publiques qu'ils avaient reçues, et dans un deuxième temps commencé à bénéficier de revenus de marché. Et l'État s'est dit, c'est dommage, cet argent, il est disponible, au fond, ce n'est pas légitime que des investisseurs privés le touchent, cet argent, je vais le prendre pour moi. Et donc on a fait passer une loi, on a modifié rétroactivement les contrats qui avaient été conclus, et on a décidé qu'au fond, les producteurs avaient le droit seulement au tarif de flottaison, mais pas plus. Ce qui a entraîné un certain nombre de difficultés, parce qu'un certain nombre de producteurs comptaient sur cet argent supplémentaire et l'avaient anticipé. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce contentieux, mais qu'est-ce que ça illustre ? En fait, quand cette loi est passée, quand vous regardez l'étude d'impact de cette loi, il n'y a pas un mot sur la prise en compte potentielle des effets sur le changement climatique ou sur les investissements des investisseurs. Il y a un mot, bien sûr, sur l'intérêt pour les finances de l'État, il y a un mot sur des possibles effets d'aubaine, mais il n'y a aucune réflexion, aucune projection sur les effets potentiellement négatifs sur le développement de la filière renouvelable. Donc on pourrait débattre sur le bien fondé de la mesure, mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion. Merci. Et c'est ça que j'appelle la préférence pour le court terme. Je m'arrête, Anne, tout de suite. Non, mais merci beaucoup, Romaric. On reste pareil dans l'espoir. On voit qu'il y a une marge de progrès tout à fait possible. Merci pour l'exemple. Non, mais l'exemple était très intéressant. Paolo, vous n'avez pas encore parlé. Et je crois qu'on va rester sur votre sphère professionnelle, parce que l'assurance a évidemment un rôle très important à jouer pour accompagner, et si possible plus qu'accompagner le réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez... Bon, Jacques en a dit quelques mots déjà, mais nous dire, nous expliquer très concrètement quel est le rôle du secteur de l'assurance face à ce phénomène et comment vous pouvez aider à trouver des solutions. Merci. Et quand on regarde le décor qui a été planté, moi je vais prendre un angle relativement différent. Il est clair que les secteurs de l'assurance, assurance et réassurance,
a premièrement un rôle et peut avoir un rôle assez important dans tout ce qui est les investissements. Il ne faut pas oublier que le secteur de l'assurance, les assurances, ce sont des investisseurs institutionnels qui s'inscrivent dans les longs termes. Et donc, on a des masses, je dirais, à gérer que nous investissons. Donc déjà, comme première chose, pouvoir orienter la masse de ces investissements vers des assets qui sont des assets qui vont dans la direction du positif par rapport au changement climatique, c'est déjà un rôle, je crois, qu'on oublie parfois, mais c'est un rôle très important, parce qu'on gère quand même des masses extrêmement importantes d'investissement, premièrement. Encore plus important, je crois qu'au-delà du rôle de l'État, et Romeric l'a très bien décrit, je crois qu'il y a un rôle fondamental dans l'économie, et le rôle qui est joué par les entreprises. Or, les entreprises, évidemment, font toute une série d'investissements. Et le rôle des assureurs, non pas uniquement pour les entreprises, mais aussi pour les communautés, le rôle des assureurs est un rôle de mettre au service des entreprises et des communautés son propre savoir-faire, ses propres techniques, pour pouvoir avoir un certain nombre d'inputs assez importants. Les techniques, c'est quoi pour nous? Nous avons des datas. Nous avons des datas, des données qui sont un peu assez importantes. Et compléter ces données avec les données publiques et scientifiques, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aider les entreprises et les communautés, surtout à anticiper les effets des changements climatiques. Donc on n'est pas là pour les combattre directement en tant que tels, mais pour anticiper les effets de ces changements climatiques. Et quand on dit anticiper, ce n'est pas juste pour le plaisir d'anticiper, mais c'est anticiper pour pouvoir donner toute une série d'instruments d'adaptation, Claire en parlait tout à l'heure, d'adaptation et de mettre les entreprises en mesure de pouvoir adapter leurs processus, leurs procédés, leur façon de travailler, leur technologie, pour pouvoir aller dans la direction de la réduction de l'empreinte carbone, la réduction des émissions de CO2, etc. Et tout ça, et ça s'applique également aux communautés, tout ça, anticipation et adaptation, vont dans la direction qui, on pense, c'est le thème fondamental, d'augmenter la résilience. D'augmenter la résilience, que ce soit la résilience des entreprises, que ce soit la résilience des infrastructures, que ce soit la résilience des communautés. Donc, je crois que le rôle des assureurs est un rôle vraiment dans tous les processus je dirais que les processus d'investissement que les entreprises font. Il ne faut pas oublier que les entreprises sont celles qui ont quand même, avec l'État bien sûr, mais ils ont le rôle le plus important. C'est celles qui mettent la main à la poche, c'est celles qui font des investissements concrets en milliards d'euros ou en centaines de millions d'euros sur chaque entreprise. Donc je crois que pouvoir, avec des compétences qui nous sont propres au secteur, accompagner dans l'anticipation, dans la projection, et donc pour pouvoir adresser certains investissements, c'est fondamental. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez, il faisait une chaleur affreuse. Bon, cette année, on est un peu mieux servi. Je fais faire une étude à nos ingénieurs de prévention. Je vais faire une étude sur qu'est-ce que ça va être Aix-en-Provence dans les prochaines 20 ans et à l'horizon 2050. Est-ce qu'on pourra encore se réunir à Aix-en-Provence? Il faut savoir que dans les derniers 25 ans, à Aix-en-Provence, en moyenne, au parc Jourdan, ici, sur ces coordonnées latitude-longitude, on a eu en moyenne, et vous connaissez toutes les règles de moyenne quand même, en la moyenne, on a eu 13 jours de chaleur supérieure à 35 degrés. Or, suivant les hypothèses qu'on prend sur les GIEC à 2,5% d'augmentation, on voit déjà qu'à l'horizon 2050, donc ce qui est quand même demain, ça sera les doubles des jours de grande chaleur. Et si jamais on ne tenait pas sur cette modélisation de 2,5, mais on allait vers les scénarios les pires, ça sera 3 fois plus de jours de chaleur supérieurs à 35 degrés. Donc ça, c'est des effets concrets. Alors ça veut dire quoi ça? Pouvoir anticiper et savoir qu'est-ce qui va se passer, ça aide aussi les entreprises dans leur choix d'investissement à comprendre où est-ce qu'il vaut mieux mettre l'argent, non seulement d'un point de vue technologique, ce qui est important, mais aussi d'un point de vue de localisation géographique. Et la même chose, nous les faisons parce qu'on a aussi un rôle sociétal comme secteur d'assurance. Certains d'entre nous sont plus impliqués que d'autres, aussi dans l'aide et les supports de tout ce qui est communauté, que ce soit communauté urbaine ou que ce soit communauté rurale. Et en tant que la société à laquelle j'appartiens est très engagée avec sa fondation, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler par exemple de qu'est-ce qu'on a fait avec la ville de Madrid. Et la ville de Madrid nous a interpellés en disant nous avons un vrai besoin. C'est une ville qui a des vagues de chaleur assez importantes et on a besoin de comprendre à l'horizon 2050 comment on peut faire en sorte à ce que la ville soit plus résiliente, que nos écoles
puissent continuer à accueillir des enfants. Donc on a mis en place toute une série non seulement d'études d'analyse, mais des préconisations, et ensuite c'est évidemment l'État, dans ce cas-là, la ville de Madrid qui doit décider comment orienter, mais on a donné des instruments concrets. Donc pour répondre à la question, on a surtout des rôles, un rôle d'investisseur international, un rôle de technicien de modélisation des data et d'anticipation pour pouvoir adapter et augmenter la résilience. Et Jacques les citait tout à l'heure, et bien sûr on a un rôle qui est le rôle qui est propre, c'est-à-dire de prendre sur nos bilans, encore qu'il faut qu'on soit aidé par la Caisse centrale ou par d'autres instruments. Vous faites la transition là. Utiliser nos bilans pour pouvoir prendre des engagements, pour pouvoir fournir du contingent capital, comme on l'appelle, que ce soit aux entreprises ou que ce soit aux familles, aux maisons, etc. Donc je crois que pour nous, c'est vraiment fondamental de pouvoir mettre à disposition nos techniques qui sont donc des techniques qui permettent d'anticiper, de comprendre les risques, d'analyser les risques, de modéliser ces risques, de comprendre comment ces risques peuvent être réduits avec des infrastructures et avec des investissements, pour ensuite arriver à comment ensuite gérer d'un point de vue de financement ces risques. Et les transferts sur le bilan des assureurs est évidemment un des moyens de pouvoir contribuer, je dirais, à non seulement appréhender, mais à apporter des solutions sur les changements climatiques. Donc, merci Paolo. J'ai encore plein de choses à dire, mais, non, mais c'est bien de pour le deuxième tour. Et pour notre deuxième tour de questions, essayez tous peut-être de répondre en 3 minutes pour qu'on ait un peu de temps d'avoir des questions de la salle, sinon ça va être un peu frustrant. Mais Jacques, je me tourne vers vous, c'est Paolo, déjà vous tendez la perche. Donc on a bien compris à quoi le rôle des assureurs privés. Donc vous représentez un réassureur public dans ce système. Où est-ce que vous vous situez? Comment vous aidez? Écoutez, le rôle du réassureur public, c'est de regarder quels sont les problèmes que le marché En 3 minutes. Hein. Oui, en 3 minutes. 3 points très concrets. On regarde ce que le marché peut faire et ce qu'on peut faire pour aider à ce que le marché fasse plus. 3 exemples très concrets. La première chose, c'est dans le régime catastrophe naturelle aujourd'hui, les tempêtes ne sont pas couvertes. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance sont capables de le faire avec leurs réassureurs privés. Donc on a fait une petite étude dernièrement pour regarder si ça tenait, c'est-à-dire s'il y avait bien assez de capacité dans le marché pour continuer à assurer les gens contre la tempête, et la réponse est oui. Donc tant que ce sera comme ça, on n'aura pas besoin d'intervenir sur la tempête. De la même façon, on s'apprête à faire une étude de façon systématique pour vérifier que l'assurance est disponible pour tous les Français partout où ils habitent. On fera une cartographie pour vérifier que les assureurs sont là. Donc ça aussi c'est très concret, et on les amènera à faire davantage si jamais ils ne sont pas là, ou ils s'en vont, ou ils ont des problèmes, et on les aidera à les résoudre. C'est le rôle du réassureur public. La deuxième chose qu'on peut faire de façon très concrète, c'est, je le citais déjà un peu tout à l'heure, c'est aider les gens à prendre des mesures de prévention. Et ça, on travaille avec les compagnies d'assurance pour qu'elles aident les gens à prendre des mesures de prévention. C'est très concret. Par exemple, on sait que les fissures dans les maisons liées à la sécheresse que je citais tout à l'heure, c'est souvent lié au fait que les gens aiment avoir des arbres près de chez eux, ce qui est bien, mais que les arbres, quand il fait chaud, ça pompe l'eau qu'il y a dans le sol, et du coup, ça assèche la maison, le sol de la maison, et ça crée des fentes. Donc mieux construire, savoir où mettre les arbres et comment traiter, c'est des choses, par exemple, qu'on essaie d'amener les compagnies d'assurance à faire. Alors, c'est pas facile, c'est pas non plus leur métier. Donc, il faut surtout amener les gens à réfléchir. Et c'est un peu comme dans les normes incendie ou dans les normes contre le vol. On amène les gens à mettre des dispositifs anti-vol dans leur maison pour qu'elles soient moins cambriolées. Ben là, c'est pareil. Il faut développer un certain nombre de méthodes pour que les gens soient plus conscients qu'ils peuvent aussi eux-mêmes apporter des solutions à leurs risques. Et enfin, dernier point, le réassureur public, il va veiller à ce que on ait de quoi indemniser les gens quand ils subissent des dommages. Et donc, malheureusement, ça signifie qu'on sera capable, mais avec l'argent des gens, c'est-à-dire qu'on augmentera nos primes au 1er janvier l'année prochaine, puisqu'aujourd'hui, tous les Français paient 13% de leur prise d'assurance dommages pour le régime CatNat, et ça passera à 20% à partir du 1er janvier, pour qu'on puisse continuer à avoir de quoi indemniser les gens quand ils ont des problèmes et qui subissent des dommages. Voilà, c'est concret, c'est un peu cher, mais ça fonctionne. Merci beaucoup, Jacques. Alors, nous restons dans le domaine des solutions, et puis c'est le charme de notre table ronde. Grâce à Azra, nous pouvons repartir en Inde. Donc, Azra, vous nous aviez
Vous nous avez détaillé il y a un quart d'heure, les conséquences pour certaines populations indiennes du réchauffement climatique, notamment les questions de déplacement d'une partie des familles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? Quelles sont les solutions mises en place en Inde pour éviter ces déplacements de population? Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions, tout simplement? Thank you, Anne. Merci, Anne. Donc, comme je l'ai dit, l'Inde est un pays avec une grande partie de la population qui est marginalisée. Nous avons environ 60% de gens qui vivent avec moins de 3 $ par jour. Et donc, principalement concentrés dans les régions rurales. Alors, le déplacement des populations, c'est une réalité. C'est une réalité en raison du changement climatique. Ce n'est pas jamais facile de trouver des solutions par rapport au déplacement parce que les gouvernements ont des difficultés à gérer justement ces déplacements des populations des zones marginalisées dans d'autres régions parce que la population est très importante en Inde et ces gens qui sont plus bas dans la hiérarchie sont poussés dans des régions marginalisées. Donc, ce que le gouvernement doit faire au niveau de ses politiques de développement, il faut régler des problèmes de genre. Pour cela, le gouvernement doit se concentrer sur les budgets genrés parce que il n'y a pas suffisamment de fonds pour justement pour aider les communautés confrontées au changement climatique. Si on ne le fait pas, il ne sera pas possible d'assurer la justice climatique. La justice, tout simplement, il faut agir dans ce sens. Donc, en deuxième lieu, ce qui est très important aussi, ce que je pense, vous avez parlé par exemple le rôle des ONG. Localement, les ONG doivent être impliquées, prendre part aux actions justement qui visent à répondre à ces problèmes. Et en même temps, il est aussi important de prendre des parties prenantes, d'inviter les parties prenantes à la table. Les parties prenantes ne sont pas vraiment efficaces, à moins qu'elles soient affectées par les changements climatiques. Ceux qui ne sont pas affectés, vous savez, ils ne peuvent rien faire. Donc les communautés marginalisées, les femmes, les jeunes, doivent toutes et tous faire partie de ces processus de prise de décision. Il faut les impliquer. De plus, j'ai dit que ces communautés étaient illettrées, très pauvres, marginalisées. Et donc, leur représentation fait défaut. Et donc, le gouvernement doit les responsabiliser, leur donner un rôle de manière à ce qu'ils puissent présenter, parler de leurs problèmes, être présents autour de la table. Et en troisième lieu, ce qui doit être fait également, il faut, par le biais de l'implication de ces communautés, par les ONG, etc., et les entreprises aussi, par rapport à leur responsabilité sociale et environnementale, si on regroupe tout, il faut regrouper tout le monde pour faire face aux problèmes du changement climatique. Et ceci permettrait d'avoir des politiques et des efforts plus efficaces. Je pense également que les gouvernements doivent faire plus d'efforts pour justement travailler à la résilience au changement climatique. Si les populations doivent être déplacées, il faut leur assurer des abris, il faut qu'elles soient accueillies. Et il ne faut pas qu'elles soient déplacées trop loin de leur lieu d'origine. Très important. Également, il faut planter des arbres, c'est très important aussi. Et également de développer, il faut développer des méthodes indigènes pour la conservation de l'eau. Il faut construire des infrastructures vertes plutôt que ces barrages en béton qui provoquent des déplacements plutôt que de répondre aux problèmes du changement climatique. Donc, il vaut mieux peut-être adopter des stratégies traditionnelles en matière d'eau de manière à ce que plus de gens puissent bénéficier de ces développements plutôt que d'être déplacés. Merci, Asra. Qui
qui jouent un rôle essentiel, dont vous nous avez dit 2 mots tout à l'heure, qui sont les ONG. Dans quelle mesure elles sont une part des solutions et comment elles peuvent faire évoluer, on voit beaucoup d'actions lors des AG, mais au-delà de ces phénomènes très visibles, comment les ONG font évoluer les entreprises? Alors effectivement, les ONG, donc Azra vient de parler des ONG, et les uns les autres, nous avons tous parlé des entreprises. Comment elles font évoluer? Aujourd'hui, je crois qu'elles font évoluer notamment par à la fois un dialogue qui est instauré et qui est prévu dans les textes, par exemple un grand texte en France qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, que certains peut-être connaissent, qui est un texte en 2 mots, je sais que j'ai 3 minutes et je vais respecter cette fois-ci. En 2 mots, la loi sur le devoir de vigilance, ça consiste pour les entreprises, les plus grandes en France, bientôt des plus petites parce qu'il y a une directive européenne qui vient de passer. Elles doivent identifier les risques que font courir leur activité sur la chaîne de valeur et sur la société, les risques humains, les risques sur l'environnement. Et elles doivent proposer, pour le dire simplement, un certain nombre de solutions pour prévenir ou atténuer ces risques. Et donc les ONG, dans le cadre de la définition des plans de vigilance des entreprises, c'est un exemple, ont un rôle dit de partie prenante, et donc elles discutent avec les entreprises. Et là où elles essayent de passer la vitesse supérieure, parce qu'évidemment les entreprises ont un certain nombre de contraintes aussi, on pourra en parler s'il y a des questions, le temps est peut-être trop limité. Les ONG sont aujourd'hui des actrices des grands contentieux. Il y a un deuxième type de contentieux climatiques qui sont des contentieux contre le secteur privé, avec 2 types de contentieux. Je vais m'arrêter là, juste les désigner. Des contentieux qui consistent finalement à demander à des juges d'enjoindre aux entreprises de faire plus. J'en citerai par exemple, il y a un contentieux aujourd'hui contre un certain nombre d'entreprises dans le secteur de l'énergie ou contre des grandes banques françaises dont il est considéré par certaines ONG que leur activité n'est pas compatible avec, par exemple, l'accord de Paris. Donc il y a des contentieux aussi plus largement qui sont aussi plus ou moins liés à la question climatique sur la déforestation. Donc ça, c'est des contentieux qui font pression aux entreprises. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat de fond. Ce sont des contentieux qui posent quand même des questions assez fondamentales, très complexes, parce que ce sont des contentieux fondés sur une loi française et qui ont des effets extraterritoriaux, puisque les entreprises dont on parle sont les entreprises multinationales, et qui ont une action, par exemple une grande entreprise énergétique va développer des nouveaux projets de gaz dans un autre pays du monde sur la base de choix énergétiques faits par des États souverains ailleurs dans le monde, et qui peuvent être parfaitement légitimes pour cet État. Et la grande difficulté de ce type de contentieux, c'est comment un juge français va prendre position pour imposer sur la base d'une loi française à une entreprise française qui agit légalement dans un autre pays. Voilà, ce sont des questions assez sophistiquées, assez lourdes. Deuxième type de contentieux, et je m'arrête, je les désigne, et qui montre que les entreprises, les ONG sont très actives, et que les entreprises sont un peu prises dans un étau aujourd'hui, c'est des contentieux assez différents qu'on appelle, vous avez sûrement entendu parler, c'est le greenwashing. Et là, c'est plus la question de savoir si les entreprises, on leur demande de faire plus. La question, c'est qu'on leur dit, vous dites que vous faites, mais vous ne faites pas. Et ce sont aussi des contentieux qu'on voit se développer et qu'on va voir se développer énormément dans le futur. Et on voit bien la difficulté pour les entreprises, dire beaucoup, mais ne pas dire trop par rapport à ses capacités à agir. Merci beaucoup, Romaric. Paolo, donc on a entendu tout le monde, on voit que les entreprises agissent plus ou moins contraintes, les États, les ONG, beaucoup. Mais peut-être une question plus inquiète à la fin, pour terminer notre table ronde. On voit aussi qu'il y a de grands débats politiques aux États-Unis, en France, en Europe globalement. Est-ce que c'est acquis, vous pensez, la prise de conscience du risque climatique? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui ou les débats peuvent encore se porter sur ce sujet? Je crois que la réponse courte est oui. La conscience est là, elle est clairement acquise. Et non seulement elle est clairement acquise, Romaric en faisait référence, elle est acquise pour 2 raisons, à mon avis, fondamentalement. La première raison, c'est que toutes les entreprises, j'ai ce prisme, je regarde ça parce qu'encore une fois, je crois que ce rôle, il est fondamental, les entreprises répondent de plus en plus, et je dirais uniquement, à leurs clients. Et les clients de ces entreprises, ils constituent une force considérable pour orienter les choix des entreprises, première chose. Deuxième chose, il y a aussi un arsenal législatif, et notamment la CSRD, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui plante un décor assez important et qui dit que toute entreprise doit être en mesure d'avoir une approche à la double matérialité. C'est-à-dire, la double matérialité, c'est comment les changements climatiques impactent l'entreprise elle-même, donc sa capacité et sa résilience, pour revenir au sujet des résiliences de tout à l'heure, et deuxièmement, comment l'entreprise et ce qu'elle fait l'entreprise, en revanche, impacte le monde extérieur.
Et c'est là où donc, on voit très clairement que ces deux types je dirais, de cette double matérialité a fait clairement bouger les lignes, a fait clairement prendre des actions. Alors ensuite, il y a d'autres conséquences, mais ça, on renverra ça peut-être à Aix l'année prochaine. Et l'autre partie, c'est, une fois qu'on regarde du côté de l'entreprise, les changements climatiques constituent pour l'entreprise un défi majeur. C'est un défi majeur parce qu'il y a trois types des familles des risques auxquels l'entreprise est confrontée. Ce sont tous les risques physiques, on en a parlé, les conséquences clairement des événements, des vagues de chaleur, des inondations, etc. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les entreprises, pour pouvoir évoluer, ils sont en train d'innover. Et quand on parle d'innovation, on parle aussi d'un certain nombre de risques technologiques auxquelles les entreprises font face. Et encore une fois, là, les assureurs et les know-how des assureurs peut être quelque chose qui aide les entreprises et les accompagne dans leur choix d'investissement et dans leur engagement des capitaux. Et le troisième aspect qui est lié, qui est encore une fois lié, Romain qui en a parlé, ce sont toutes les responsabilités qui commencent à être sous la tête des entreprises et de leurs dirigeants, à la fois pour agir ou pour ne pas agir, l'un ou l'autre. Donc je crois que, pour terminer quand même sur une note positive, je crois que les mondes privés et les partenaires, et non seulement les partenaires du monde public, mais le monde du privé s'est engagé très fortement, surtout en Europe et dans certains pays développés, s'est engagé énormément pour donner une contribution et faire clairement avancer les chemins bibliques, comme vous dites, d'une part, et d'autre part, pour atténuer les effets du changement climatique et augmenter la résilience des infrastructures et des communautés. Merci beaucoup, Paolo. En plus, dans les 3 minutes, est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos intervenants? Je pense qu'on peut en prendre 2 ou 3, sans doute. Si quelqu'un a une question. Un monsieur là-bas. Bonjour, Patrick Portolano, association ACP Énergie. Tout d'abord, sur la question du changement climatique, je pense qu'il faudrait plutôt parler de dérèglement climatique. Ça serait plus précis. Également, au niveau des termes, on parle de verdir les énergies. Donc verdir, ça veut dire décarboner. En réalité, c'est défossiliser qu'il faudrait utiliser comme terme. Ça paraît beaucoup plus approprié. D'autant plus que si je prends le cas d'Engie, par exemple, qui développe beaucoup le biogaz, il s'agit d'énergie verte et carbonée. Mais vous avez une question, sinon? Voilà. Non, c'était juste quelques remarques par rapport à ce que j'ai entendu. Bah, merci pour vos remarques. Et quelqu'un a une question, sinon? Sinon, je passe la parole à Claire pour conclure la table ronde. Mais, une question devant. Super. Oui. Le rapport du GIEC préconise de changer de mode de vie. Alors, j'ai bien écouté les interventions expliquant ce que font les entreprises, mais dans la dernière intervention, il est dit que les entreprises répondent aux besoins de leurs clients. Donc, on se mord un peu la queue parce que les clients, ils n'ont pas forcément envie de changer de mode de vie. Alors, si je prends l'exemple des transports, par exemple, qui représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit que les politiques publiques de développement des modes actifs qui sont peu émetteurs de CO2 sont très peu développées. Alors, comment les assureurs ici présents comptent s'impliquer dans cette voie? Merci, monsieur. Paolo, tu as 1 minute pour répondre et après on a 1 minute pour Claire pour conclure. Je vois que madame au premier rang. Je crois que les assureurs, ce qu'ils peuvent faire, peuvent donner des signaux de prix qui donnent clairement les tons quant à combien ça va coûter un certain type de transport par rapport à un autre type de transport. Et donc notre rôle aussi est, en donnant des signaux de prix, d'accompagner l'effet que du transport vert, pour faire simple, du transport vert doit pouvoir être couvert à des prix moins chers que les transports non verts. Je fais très simple. Merci beaucoup, Paolo. Claire, je crois que tu as 20 secondes. Alors, 20 secondes pour dire d'abord que je trouve que cette table ronde a été passionnante, donc merci à tous. Je pense qu'elle a bien montré à la fois, évidemment, l'ampleur du problème. Elle a montré aussi les différents niveaux d'action. Moi, je retiens des choses très concrètes qui ont été dites sur... on fait attention à l'endroit où on met les arbres autour de sa maison. On a un rôle évident qui est à jouer par les communautés.
Et puis, bien sûr, le rôle des États, le rôle des entreprises et le rôle du financement dans tout ça. Alors, il y avait beaucoup de choses dont on aurait pu parler. C'est la première table ronde, il y en aura d'autres. Moi, j'ai envie de terminer avec une idée, qui est que la lutte contre le changement climatique, ça n'est pas du luxe. Ça n'est pas du luxe à double titre. D'abord, le luxe, c'est du superflu, d'accord ? Donc, je pense que tout ce qu'on s'est dit et tout ce que montrent les rapports du GIEC aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il faut agir et qu'il faut agir de manière extrêmement déterminée. Il y va de l'avenir, non pas de la planète, mais de l'humanité sur la planète. Ça, c'est le premier point. Donc, ça n'est pas du luxe. Et puis, deuxième raison, pourquoi ça n'est pas du luxe ? Parce que le luxe, ça coûte très cher. Et la bonne nouvelle de la lutte contre le changement climatique, c'est que oui, il va falloir des investissements à court terme. Ça, c'est ce que montrent toutes les études. Il va falloir changer sa voiture, il va falloir investir dans des nouveaux modes de production. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on l'aura fait à moyen terme, on sera en meilleur état, on sera plus indépendant, oui, des fossiles, on sera plus souverain et on sera dans une situation dans laquelle il peut y avoir plus de croissance et plus d'emplois dans une économie qui sera défossilisée, décarbonée. Voilà, donc je pense que c'est un message d'espoir sur lequel j'ai envie de terminer et de remercier bien sûr l'ensemble de nos intervenants. Merci à tous.